Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour analyser le dernier film de la saga, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Sans surprise, ce film adapte la seconde partie du 7ème livre de J.K. Rowling, et se concentre donc quasi uniquement sur la bataille de Poudlard, c'est-à-dire sur une période de 48 heures. En ce sens, il se démarque des autres opus de la saga, qui balayaient à chaque fois une année scolaire entière. Alors bien entendu, l'analyse que je vais en faire sera un peu différente, et nous aborderons certaines scènes clés de ce film. Le film commence avec ce que David Yates sait faire de mieux. Une belle musique, des images fortes et aucun dialogue. Il faut d'ailleurs attendre la 3ème minute avant d'entendre une parole. La scène d'ouverture souligne la complexité du personnage de Rogue en nous le montrant sous plusieurs angles de vue. Un plan en contre-plongée soulignant sa domination sur l'école et son statut de directeur autoritaire. C'est globalement l'image que tout le monde a de lui. Mais David Yates choisit ensuite de le filmer avec un autre plan serré sur son visage, où nous pouvons ressentir la solitude de ce personnage face à sa mission. Mission que lui seul connaît, aider Harry à détruire les Horcruxes et à vaincre Voldemort, soit la véritable image de Rogue. Cette scène d'ouverture nous montre également ce qu'est devenu Poudlard après la mort de Dumbledore, un lieu très sombre, sûrement dû à la présence des détraqueurs qui encerclent l'école. Les élèves marchent comme des militaires encadrés par les carreaux, des lieutenants de Voldemort pouvant être vus comme des généraux nazis encadrant cette jeunesse hitlérienne. De plus, Neville nous apprendra plus tard dans le film que les élèves sont formés à la guerre et à la magie noire en devant infliger le sortilège Doloris sur des premières années. Nous pouvons également remarquer qu'il n'existe plus vraiment de frontière élèves-professeurs au sein de l'école, mais davantage une frontière entre les mange-morts et les autres personnes de Poudlard. C'est pour cette raison que McGonagall et Slughorn sont filmés en plongée, tout comme les autres élèves de Poudlard, ce qui souligne leur soumission au pouvoir des mange-morts. Cela nous montre également que lorsque Rogue menace de punir ceux qui défendent Harry, il menace absolument tout le monde, professeurs et élèves sans distinction. Et durant cette période sombre, c'est bel et bien Neville qui est devenu le chef de la résistance à Poudlard, rôle jusqu'alors détenu par Harry lors de la création de l'armée de Dumbledore. Neville passera donc d'un adolescent peu sûr de lui à un véritable leader. C'est intéressant pour un personnage qui, rappelons-le, ne pensait pas être doté de suffisamment de courage pour être envoyé à Gryffondor. Neville est celui qui a osé se rebeller contre les mange-morts, d'où sa blessure au visage. Il est celui qui semble gérer la vie de la résistance dans la salle sur demande. Petite parenthèse, la radio de l'école reprend encore les codes de la résistance en communiquant des messages codés. Do you read? We have a new weather report. Lightning has struck. I repeat, lightning has struck. Mais surtout, Neville vengera ses parents en participant activement à la victoire contre Voldemort en détruisant son tout dernier Horcrux avec l'épée de Gryffondor. Encore une nouvelle preuve qui montre que Neville est assez courageux pour appartenir à cette maison. It would take a true Gryffindor to pull that out of the hat. Nous pouvons également dire que Ron et Hermione se détachent de ce Golden Trio pour devenir un couple. Ils accomplissent ensemble la destruction de la coupe de Poufsouffle et sont prêts à mourir dans les bras de l'autre face à Nagini. Il convient bien sûr d'aborder le chapitre le plus puissant de cette saga littéraire, les mémoires de Rogue, et par extension, cette scène est, selon moi, la plus puissante de la saga cinématographique. En plus d'être une scène charnière au scénario et donc indispensable à la compréhension globale de l'histoire, cette scène révèle la vraie nature, donc la vérité sur Rogue, mais aussi sur Dumbledore. Ce n'est en aucun cas le Dumbledore que nous avons connu qui parle dans cette scène. Nous sommes bien loin de l'image du pédagogue, sage et éclairé, qu'il avait jusqu'à présent. Place à Dumbledore, le chef de guerre, le stratège prêt à tout pour arriver à ses fins. Hide them all. I beg you. What will you give me in exchange, Severus? Anything. Un Dumbledore prêt à orchestrer sa propre mort, mais également à confier à Rogue, car il doit mourir. J'aimerais également m'attarder sur une réplique en particulier dans cette scène. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Cet échange inverse totalement l'image que nous avons eue jusqu'alors de ces deux personnages. Rogue, étant appréhendé comme un personnage froid et insensible, s'indigne du sort réservé à Harry, et Dumbledore, étant de son côté vu comme un personnage doué de sensibilité et portant une affection toute particulière à Harry, est surpris que Rogue puisse avoir eu de l'affection pour Harry, sous-entendu que ce n'était pas dans le plan. Ils ont donc alors inversé leur image respective, Rogue devenant touchant et sensible, alors que Dumbledore confirme son statut de stratège de guerre, froid et insensible. L'émotion centrale de cette scène est l'amour. La première chute de Voldemort était due à l'amour que portait Lily à Harry, et la seconde chute de Voldemort sera organisée par Rogue, par amour pour Lily. D'un point de vue réalisation, nous retrouvons l'esthétisme des flashbacks découverts dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, mais cette scène reste captivante grâce à son rythme. Le montage apparaît parfois comme classique pour nous montrer l'échange entre deux personnages, mais peut d'un coup nous offrir un ensemble de cuts rapides avec des images fortes durant moins d'une seconde. Et c'est donc grâce à ces changements de rythme que la scène ne paraît ni surfaite ni ennuyante.
Je me suis également rendu compte d'une autre chose. Dans le film, il n'y a que 2 personnages qui prononcent le mot always. Nous pensons bien entendu à la phrase de Rogue exprimant son amour éternel envers Lily. Lily. After all this time. Always. Et la seconde personne prononçant cette phrase n'est personne d'autre que Lily, exprimant à son tour son amour éternel envers Harry. Stay close to me. Always. Voldemort est également un personnage qui va beaucoup évoluer dans ce film. Alors considéré comme l'un des plus puissants mages noirs de tous les temps, il apparaît en réalité comme étant un bien mauvais stratège, bien loin derrière Dumbledore par exemple. Les reliques de la mort soulignent sa naïveté, il pensait vaincre Harry en prenant au sérieux un conte pour enfants, et pensait donc que le fait d'avoir la baguette de Suro le rendrait imbattable. Suite à la destruction de ce Horcrux, Voldemort agira davantage dans la précipitation et ne cessera de se tromper. Il tuera ainsi Rogue suite à une grossière erreur de jugement en pensant que la baguette lui appartenait. Son agacement et son incapacité à gérer une situation lui fera d'ailleurs perdre les nerfs plusieurs fois. My lord. Au fur et à mesure de l'avancement du film, Voldemort paraîtra de plus en plus faible, que ce soit physiquement ou dans ses choix stratégiques. De plus, on pourrait également ajouter qu'il ne contrôle plus vraiment cette liaison avec Harry. C'est bel et bien grâce à cette connexion qu'Harry se rend compte que le dernier Horcrux se trouve à Poudlard. Nous assistons également à ce qu'on pourrait appeler une dédiabolisation de son personnage. Voldemort a toujours suscité la peur dans le monde des sorciers. D'ailleurs, aucun sorcier n'ose prononcer son nom et préfère dire « vous savez qui » ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Même ses mange-morts l'appellent Maître ou encore le Seigneur des Ténèbres. Ce 8e film sonne la fin de cette peur du patronyme, et le monde des sorciers regarde et affronte le mal tel qu'il est. C'est pour cela que le professeur McGonagall, après avoir fait fuir les mange-morts de Poudlard, affirme au professeur Flitwick qu'elle l'appellera Voldemort. You do realize, of course, we can't keep up you-know-who indefinitely. That doesn't mean we can't delay him. And his name is Voldemort. Phileas, you might as well use it. He's going to try to kill you either way. De plus, Harry, qui lui de son côté n'a jamais eu peur de prononcer Voldemort, va jusqu'à s'adresser à lui avec un langage familier et va jusqu'à l'appeler Tom. Come on, Tom. Let's finish this the way we started. À ce moment-là, Harry se met sur un pied d'égalité par rapport à son adversaire et n'hésitera pas à l'attraper par le col comme il le ferait face à n'importe qui. Le professeur McGonagall va également bouleverser son image. À travers la saga, McGonagall représentait la figure maternelle de l'école. Avec l'arrivée de la bataille de Poudlard, elle va affirmer son instinct de protectrice, comme le ferait une mère voulant protéger ses enfants. Elle ose donc repousser les mange-morts de la grande salle, bien que Rogue se laisse vaincre en invoquant que des sortilèges de défense, et McGonagall rallume les flammes de la grande salle, des flammes chaudes et orangées que Poudlard n'avait pas connues depuis longtemps. Ensuite, McGonagall va assurer son rôle de chef guerrière en organisant la défense de Poudlard. Ce qui est puissant avec l'œuvre de J.K. Rowling, c'est que les personnages féminins sont extrêmement importants et ne sont pas réduits à exécuter des tâches secondaires. En d'autres termes, les femmes présentes dans Harry Potter ne sont en aucun cas moins valorisées que les hommes, comme on pourrait le reprocher dans d'autres blockbusters. McGonagall en est un exemple, mais Molly également. En tuant Bellatrix, la plus puissante des femmes mange-morts, J.K. Rowling voulait montrer qu'être une bonne mère de famille n'empêchait pas d'être une brillante sorcière. Parlons maintenant de la scène entre Harry et Dumbledore à la gare de King's Cross. Tout d'abord, le film entier est très sombre visuellement, et cette scène en est le contre-exemple. Jamais dans la saga, nous n'avons vu un moment aussi lumineux, aussi pur, et donc aussi blanc. Rien que visuellement, cette scène peut être une illustration de la fin du discours de Dumbledore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. But you know, happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Cette scène à la gare de King's Cross est donc ce fameux moment de bonheur en pleine période sombre. Car en y pensant, à aucun moment Harry ne semble stressé ou tourmenté, contrairement au reste du film. Le fait qu'Harry se sente en paix dans un lieu calme et silencieux n'est pas le seul facteur qui nous force à penser qu'il est en train de vivre une EMI, une expérience de mort imminente. Une expérience de mort imminente peut également être caractérisée par la rencontre avec une entité spirituelle. Et quel est le personnage le plus spirituel de la saga ? Dumbledore. De nombreux plans de la gare de King's Cross sont symétriques et nous laissent penser que ce lieu ressemble au fameux tunnel avec une lumière au bout. Lumière vers laquelle Dumbledore, déjà mort, marche. Et Harry le suit, mais au moment de décider de retourner vivre, il s'arrête et cesse donc de s'approcher du bout du tunnel. Ensuite, le choix de ce lieu n'est pas anodin. À travers la saga, King's Cross est le lieu de transition dans la vie d'Harry. King's Cross est présente à chaque fois qu'Harry prendra un nouveau départ. King's Cross a marqué la transition entre sa vie chez les Dursley et sa vie à Poudlard,
Et cette fois-ci, King's Cross marquera la transition entre sa vie avec l'Horcrux de Voldemort et sa vie une fois déchargé de cet Horcrux. C'est donc intéressant de se rendre compte que King's Cross est à chaque fois le lieu qui change la vie d'Harry, lorsque l'on sait que King's Cross a été le lieu qui a changé la vie de son auteur, J.K. Rowling. Et oui, c'est bien à King's Cross que J.K. Rowling a imaginé l'histoire d'Harry Potter, changeant littéralement sa vie, la faisant passer d'une femme ayant du mal à payer ses factures, à une femme ayant vendu plus de 450 millions de livres, et surtout ayant fait rêver des centaines de millions de personnes. Abordons maintenant la toute fin du film. C'est au tour d'Harry, Ron et Hermione d'accompagner leurs enfants sur la voie 9-3/4. Cette séquence joue plus qu'un rôle de conclusion de la saga, car elle nous offre également une autre vision de Poudlard, et plus particulièrement de ses maisons. Le tout début de la saga nous montre un clivage très réducteur concernant les maisons de Poudlard, avec d'un côté Gryffondor les gentils, et de l'autre Serpentard les méchants. What if I am put in Slytherin? Albus Severus Potter. You were named after 2 headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin, and he was the bravest man I've ever known. Sauf que lorsqu'Harry parle à son fils, Albus Severus, il lui confirme que ce clivage est loin d'être une réalité et qu'une maison ne vaut pas forcément mieux qu'une autre. J.K. Rowling nous a donc appris tout au long de cette saga à ne pas réduire une personne uniquement à l'un de ses attributs, et donc par extension que la nature humaine est bien plus complexe qu'un raisonnement binaire. Nous retrouvons également dans cette scène Malfoy, qui, après avoir refusé de devenir une mauvaise personne durant la seconde guerre des sorciers, a fini par avoir une vie de sorcier normale. Ensuite, le tout dernier plan de la saga nous montre le Golden Trio, et nous pouvons remarquer une petite incohérence, très légère. Nous pouvons déceler la fameuse cicatrice d'Harry sur son front. Or, suite à la destruction du Horcrux de Voldemort qui vivait en Harry, Harry a, en plus d'avoir perdu sa capacité de parler au serpent, vu sa cicatrice disparaître. Cette analyse est terminée, enfin toutes les analyses Harry Potter sont terminées, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul sur ces 8 chroniques, et d'ailleurs j'apprends pas mal le fait de les publier, donc pour moi vos commentaires seront vraiment très importants. J'en profite également pour remercier ma copine d'avoir accepté de re-regarder toute la saga en prenant des notes pour m'aider à tout analyser, et bien entendu David qui a su me fournir tous les extraits dont j'avais besoin pour produire ces 8 chroniques. Et je vous invite également à découvrir toutes les vidéos de cette chaîne, ça ne parle pas que d'Harry Potter, mais je suis sûr que ça peut vous intéresser. Bon allez, en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle chronique.